Le 23 septembre 2022, des plongeurs de la brigade fluviale de Paris remontent à la surface du Sénat, un objet qui va relancer l'une des enquêtes les plus troublantes de ces dernières années. Dans un sac étanche, parfaitement conservé malgré 6 années passées dans les eaux parisiennes, se trouve l'appareil photo professionnel de Solange Dubreuil, une photojournaliste française disparue aux États-Unis en 2016. Mais ce qui rend cette découverte absolument terrifiante, ce ne sont pas seulement les circonstances de sa présence dans la Seine, à des milliers de kilomètres du lieu de disparition présumé. Ce sont les images contenues dans la mémoire de l'appareil, des photographies qui révèlent une vérité si dérangeante qu'elles ont probablement coûté la vie à leur auteur. Car comment expliquer qu'une femme disparue en Amérique se soit retrouvée à Paris avec des preuves d'un scandale international entre les mains? Et surtout, qui avait suffisamment de pouvoir pour faire disparaître une journaliste d'investigation chevronnée et maintenir le silence pendant si longues années? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est réellement passé, il faut remonter à l'automne 2016 et se rendre dans le 11e arrondissement de Paris, où vivait Solange Dubreuil. À 34 ans, cette journaliste indépendante s'était forgé une réputation solide dans le milieu du photojournalisme français. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 2004, elle avait rapidement orienté sa carrière vers les sujets sensibles, particulièrement les questions d'immigration et de droits humains. Son appartement de la rue de la Roquette témoignait de ses nombreux reportages. Des tirages photographiques du camp de réfugiés de Calais côtoyaient des clichés pris à Lesbos lors de la crise migratoire européenne de 2015. Solange possédait cette qualité rare chez les journalistes. Elle savait disparaître dans l'ombre pour saisir la vérité brute, sans artifice ni mise en scène. Ses collègues de la revue Regard sur l'humanité la décrivaient comme une perfectionniste obsessionnelle, capable de passer des semaines à vérifier une seule information. Physiquement, Solange était une femme de taille moyenne, aux cheveux châtains qu'elle portait toujours attachés en chignon serré lors de ses reportages. Ses yeux verts perçants reflétaient une détermination qui impressionnait ses interlocuteurs. Elle parlait couramment l'anglais et l'espagnol, compétences linguistiques qu'elle avait développées au fil de ses missions internationales. Sa famille se résumait essentiellement à son frère aîné, Marc Dubreuil, avocat spécialisé en droit international à Paris. Leurs parents étaient décédés dans un accident de voiture en 2008, ce qui avait encore renforcé les liens déjà solides entre les deux frères et sœurs. Marc décrivait sa sœur comme quelqu'un qui ne lâchait jamais prise quand elle sentait qu'une injustice se cachait derrière les apparences. Cette ténacité allait d'ailleurs lui ouvrir les portes de sa dernière mission. En septembre 2016, David Chen, rédacteur en chef de Regard sur l'humanité, reçoit un contact troublant. Elena Vasquez, une militante mexicano-américaine des droits des immigrés, prétend détenir des informations sur des centres de rétention non officiels, gérés par des entreprises privées aux États-Unis. Selon ces sources, ces établissements opéreraient en marge de la légalité, détenant des immigrés dans des conditions inhumaines sans aucun contrôle judiciaire. L'information paraît d'abord invraisemblable, même pour une rédaction habituée aux révélations dérangeantes. Mais Elena Vasquez présente des éléments tangibles. Des témoignages détaillés, des documents partiels et surtout des coordonnées GPS précises de plusieurs sites suspects au Texas et en Arizona. David Chen comprend immédiatement qu'il tient potentiellement l'enquête de l'année, mais aussi que le sujet demande une journaliste d'expérience, capable de naviguer dans un environnement potentiellement dangereux. Le choix se porte naturellement sur Solange. Son expertise des questions migratoires, sa maîtrise parfaite de l'anglais et surtout sa capacité à établir rapidement un climat de confiance avec les témoins en font la candidate idéale. Lors de leur dernière réunion au bureau de la revue, rue du Faubourg Saint-Antoine, Solange étudie minutieusement le dossier Elena Vasquez.
Les coordonnées GPS l'intriguent particulièrement. Elles pointent vers des zones isolées, loin des grandes villes, dans des régions réputées pour leur activité frontalière intense. Si c'est vrai, on tient quelque chose d'énorme, confie-t-elle à David Chen ce jour-là. Mais il va falloir être extrêmement prudent. Ce genre de révélation peut déranger beaucoup de monde, et pas seulement aux États-Unis. Sa préparation est méticuleuse. Elle contacte plusieurs fixeurs sur place, étudie la législation américaine sur l'immigration et surtout met au point un protocole de sécurité strict avec son frère Marc. Ils conviennent d'un code de communication quotidien. Solange doit envoyer un message texte simple chaque soir à 21h, heure française, avec juste le mot « OK ». En cas d'absence de message pendant plus de 24 heures, Marc devrait alerter les autorités françaises et américaines. Le 28 octobre 2016, Solange s'envole de Roissy-Charles de Gaulle vers Dallas-Fort Worth. Dans ses bagages, son fidèle Canon EOS 5D Mark III, 3 cartes mémoire de secours et un carnet de notes qu'elle ne quitte jamais. Elle emporte également un téléphone satellite de secours, précaution qu'elle prend systématiquement depuis un reportage difficile en Somalie 3 ans plus tôt. Son plan de mission est clair. Rencontrer Elena Vasquez à Austin, Texas. Recueillir les témoignages directs et, si possible, documenter photographiquement l'existence de ces centres de détention non officiels. La durée prévue du reportage est de 3 semaines maximum. Solange compte rentrer à Paris avant la fin novembre pour commencer la rédaction de son enquête. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Le 1er novembre 2016 commence comme une journée de travail ordinaire pour Solange. Installée dans un petit motel de la périphérie d'Austin depuis 4 jours, elle a déjà rencontré Elena Vasquez et recueilli plusieurs témoignages troublants. Les récits qu'elle entend dépeignent un système parallèle terrifiant. Des immigrés interpellés près de la frontière mexicaine qui disparaissent purement et simplement des registres officiels pour se retrouver dans des installations privées où ils sont exploités comme main-d'œuvre gratuite. Ce matin-là, Elena lui remet une information capitale. L'adresse précise d'un de ces centres, situé à environ 200 km au sud d'Austin, près de la petite ville de Carrizo Springs. Selon ses sources, le site est déguisé en ranch privé, mais abrite en réalité plus de 200 personnes détenues illégalement. Plus troublant encore, Elena affirme que certains détenus y travaillent de force pour des entreprises sous-traitantes de grandes corporations américaines. « Il faut y aller maintenant », insiste Elena lors de leur rencontre dans un café discret du centre-ville d'Austin. Mes contacts me disent qu'ils préparent un transfert massif vers un autre site. Dans quelques jours, il n'y aura plus de preuves. Solange hésite. Son instinct de journaliste lui dit que l'opportunité est unique, mais sa prudence naturelle lui rappelle les risques d'une telle approche clandestine. Finalement, l'importance potentielle de la découverte l'emporte sur la précaution. À 14h30, elle charge son équipement dans sa voiture de location, une Honda Civic grise, et prend la route vers Carrizo Springs. Le trajet se déroule sans incident. La région, semi-désertique, offre peu de circulation, ce qui arrange Solange pour passer inaperçue. Vers 18h, elle atteint les abords de la zone indiquée par Elena. Utilisant son GPS et les coordonnées précises fournies, elle localise une propriété isolée, entourée de clôtures hautes et gardée par plusieurs hommes en civil. De sa position d'observation, dissimulée derrière un bosquet d'arbustes à environ 500 mètres du site, Solange commence à documenter la scène. Ses premières photographies montrent effectivement une installation qui ne ressemble pas à un ranch traditionnel. Des bâtiments préfabriqués, des projecteurs puissants et surtout des silhouettes humaines qui évoluent dans un espace manifestement restreint. À 20h15, heure locale, elle envoie son message quotidien à Marc. « OK, ce sera le dernier ». Les témoins les plus crédibles de cette soirée sont Miguel Santos et Carlos Herrera, 2 ouvriers agricoles qui travaillaient dans un ranch voisin. Ils se souviennent d'avoir vu la Honda Civic grise garée près du bosquet vers 18h. La femme était sortie de la voiture avec un gros appareil photo,
raconte Miguel Santos aux enquêteurs américains quelques jours plus tard. Elle prenait des photos du ranch des Américains. On s'est dit que c'était bizarre parce que personne ne va jamais là-bas. Carlos Herrera ajoute un détail crucial. Vers 21 heures, il a remarqué 2 véhicules tout-terrain qui se dirigeaient rapidement vers la zone où était stationnée la Honda. Ils roulaient vite et sans phare. Ça m'a paru louche. Alors j'ai regardé avec des jumelles depuis la ferme. J'ai vu les véhicules qui s'arrêtaient près de la petite voiture grise. C'est là que les témoignages deviennent plus flous. Miguel Santos affirme avoir entendu des éclats de voix vers 22 heures, mais la distance l'empêchait de distinguer ce qui se disait. Carlos Herrera, lui, certifie avoir vu les phares des véhicules repartir vers 22h30, mais ne peut affirmer si la Honda Civic a suivi ou est restée sur place. Le lendemain matin, 2 novembre, un rancher local découvre la Honda Civic abandonnée, portière déverrouillée, clé sur le contact. L'intérieur du véhicule est intact. Sac à main de Solange sur le siège passager avec son passeport et son argent liquide, téléphone portable éteint dans la boîte à gants, même ses médicaments contre l'allergie sont encore dans sa trousse de toilette sur la banquette arrière. Mais l'équipement photographique a disparu. Pas trace du Canon EOS 5D Mark III ni des cartes mémoire de secours. Curieusement, le téléphone satellite de secours a également été retiré du véhicule, alors même que l'argent liquide et les bijoux de valeur sont restés intacts. La police locale de Carrizo Springs traite d'abord l'affaire comme une disparition volontaire. C'est fréquent dans la région, explique le shérif adjoint Mike Rodriguez aux journalistes. Des gens qui viennent enquêter sur la frontière et qui se rendent compte que c'est plus dangereux qu'ils ne pensaient. Ils abandonnent leur voiture et repartent par d'autres moyens. Cette théorie ne convainc absolument pas Marc Dubreuil. Dès le 3 novembre, quand il réalise qu'aucun message n'est arrivé depuis 2 jours, il contacte l'ambassade de France aux États-Unis. L'enquête officielle commence réellement le 5 novembre, quand les autorités françaises exercent une pression diplomatique suffisante pour que le FBI prenne le relais de l'enquête locale. L'agent spécial Jennifer Walsh, chargée de l'affaire, découvre rapidement des éléments troublants. D'abord, les dernières communications téléphoniques de Solange montrent qu'elle a reçu un appel de 37 minutes d'un numéro non identifié le 1er novembre à 19h45, soit exactement 30 minutes avant l'heure de son dernier message à Marc. Ensuite, l'analyse de sa voiture révèle des traces de lutte. Des fibres textiles inconnues sur le volant et un petit impact sur la vitre côté conducteur, comme si quelqu'un avait frappé la fenêtre. Mais l'élément le plus dérangeant concerne le ranch même que Solange était venu photographier. Quand les agents fédéraux se présentent avec un mandat de perquisition le 8 novembre, ils découvrent un site parfaitement légal. Un élevage bovin traditionnel avec tous les permis requis et des employés en situation régulière. Aucune trace des installations suspectes décrites par Elena Vasquez. Plus étrange encore, quand les enquêteurs tentent de retrouver Elena Vasquez pour l'interroger, ils découvrent que cette identité n'existe dans aucun fichier officiel américain ou mexicain. L'adresse qu'elle avait donnée à Austin correspond à un bureau postal fermé depuis 2 mois. Son numéro de téléphone renvoie à une ligne disconnectée. 6 mois d'enquête intensive ne donnent aucun résultat concret. Les autorités américaines classent finalement l'affaire comme disparition en circonstances suspectes, sans pouvoir déterminer si Solange a été victime d'un enlèvement, d'un accident, ou si elle a effectivement choisi de disparaître volontairement. La piste d'Elena Vasquez, cette mystérieuse informatrice qui semble n'avoir jamais existé, intrigue les enquêteurs, mais ne débouche sur aucune découverte tangible. En France, Marc Dubreuil refuse catégoriquement de croire à une disparition volontaire. Il connaît sa sœur. Jamais elle n'aurait abandonné une enquête en cours et surtout jamais elle n'aurait coupé tout contact sans explication. Avec l'aide d'un détective privé parisien, il continue ses propres recherches pendant des mois, contactant tous les hôpitaux et morgues du Texas, passant au crible les moindres indices laissés par sa sœur. Mais progressivement, l'espoir s'amenuise. Les semaines deviennent des mois, les mois des années. L'affaire Solange Dubreuil
rejoint la longue liste des cold cases franco-américains, ces enquêtes qui s'enlisent dans les méandres de la coopération internationale et finissent par sombrer dans l'oubli médiatique. Jusqu'à ce jour de septembre 2022, où des plongeurs parisiens remontent un appareil photo du fond de la Seine. Les années qui suivent la disparition de Solange transforment profondément la vie de ceux qui l'entouraient. Marc Dubreuil, son frère, traverse d'abord une phase de déni total. Pendant les 6 premiers mois, il refuse catégoriquement d'accepter que sa sœur puisse avoir simplement disparu sans laisser de traces. Il prend un congé sabbatique de son cabinet d'avocat et consacre tout son temps à retrouver Solange, dépensant ses économies personnelles pour financer des détectives privés aux États-Unis et multipliant les voyages à Austin. Son appartement du 16e arrondissement se transforme progressivement en quartier général d'une enquête obsessionnelle. Les murs se couvrent de cartes du Texas, de photos satellites de la région de Carrizo Springs, de chronologies minutieusement établies. Marc établit des contacts avec des journalistes américains spécialisés dans les questions d'immigration, espérant qu'ils pourront débusquer des informations que les autorités officielles n'ont pas trouvées. Mais plus troublant encore, Marc commence à recevoir des appels téléphoniques étranges. À partir de mars 2017, son téléphone sonne régulièrement vers 2 heures du matin. Au bout du fil, silence total, puis raccrochage après quelques secondes. Les techniciens de France Télécom ne parviennent pas à identifier l'origine de ces appels. Marc change 3 fois de numéro, mais les appels nocturnes reprennent systématiquement après quelques semaines. David Chen, le rédacteur en chef de Regard sur l'humanité, vit lui aussi très mal la disparition de sa collaboratrice. La culpabilité le ronge. C'est lui qui a accepté de financer cette mission dangereuse. C'est lui qui a donné son feu vert malgré les risques évidents. La revue traverse une période difficile, perdant plusieurs abonnés après la publication d'un article consacré à la disparition de Solange. Certains lecteurs accusent la rédaction d'avoir envoyé une journaliste dans un piège mortel par sensationnalisme. En 2018, David Chen prend une décision radicale. Il ferme définitivement le dossier Solange Dubreuil et interdit à sa rédaction d'évoquer publiquement l'affaire. « Nous devons tourner la page », explique-t-il à ses journalistes lors d'une réunion tendue. « Cette histoire nous fait plus de mal qu'elle n'aide la mémoire de Solange. » Cette décision provoque une rupture définitive avec Marc Dubreuil, qui accuse la revue de lâcheté et de trahison envers la mémoire de sa sœur. Les 2 hommes, qui entretenaient des rapports cordiaux avant la disparition, ne se reparlent plus jamais. Du côté américain, l'enquête officielle connaît un sort similaire. L'agent spécial Jennifer Walsh, initialement très motivée par l'affaire, se heurte progressivement à des obstacles bureaucratiques inexplicables. Ses demandes de prolongation de l'enquête sont systématiquement refusées par sa hiérarchie. En juillet 2017, elle apprend qu'elle est mutée d'office à Seattle pour réorganisation des services. Son remplaçant, l'agent spécial Tom Bradley, classe définitivement l'affaire Dubreuil en janvier 2018. Jennifer Walsh garde néanmoins un souvenir précis de certains détails troublants qu'elle n'a jamais pu approfondir. Notamment cette conversation téléphonique qu'elle a eue en décembre 2016 avec un ancien employé de sécurité privée au Texas. L'homme, qui refusait de donner son nom, affirmait avoir des informations sur la journaliste française, mais exigeait des garanties de protection que le FBI ne pouvait pas lui offrir. Quand Jennifer Walsh a tenté de le recontacter, le numéro était coupé. Les témoins mexicains Miguel Santos et Carlos Herrera subissent eux aussi des pressions étranges. 3 mois après leurs déclarations officielles, Miguel Santos est interpellé par les services d'immigration américains lors d'un contrôle de routine et reconduit à la frontière malgré ses papiers en règle. Carlos Herrera, plus prudent, cesse brutalement de répondre aux questions des enquêteurs après avoir reçu la visite nocturne de 2 hommes en costume qui parlaient très bien l'espagnol, mais avec un accent américain. En France, l'entourage professionnel de Solange manifeste des réactions contrastées. Ses anciens collègues photographes se divisent entre ceux qui pensent qu'elle est morte et ceux qui croient qu'elle se cache quelque part
pour échapper à une menace. Sarah Martinez, une photojournaliste qui avait travaillé avec Solange sur le reportage de Lesbos, développe une théorie particulière. Selon elle, Solange a découvert quelque chose de si compromettant qu'elle a préféré disparaître volontairement pour protéger sa famille. Cette théorie trouve un écho inattendu quand Marc Dubreuil découvre, en rangeant l'appartement de sa sœur en 2018, un carnet de notes personnelles que la police n'avait pas saisi. Dans ce carnet, Solange évoque ses craintes concernant sa mission au Texas. « David ne comprend pas les enjeux réels. Cette histoire d'Elena Vasquez me dérange. Trop parfait, trop organisé. J'ai l'impression qu'on me guide vers quelque chose. Mais quoi ? » Plus troublant encore, une note datée du 26 octobre 2016, soit 2 jours avant son départ pour les États-Unis. Vérifier l'identité réelle d'Elena C. Ces informations sont trop précises pour quelqu'un qui prétend n'être qu'une militante de base. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Ces révélations relancent brièvement l'intérêt de Marc pour l'enquête, mais ces nouvelles recherches ne débouchent sur rien de concret. L'identité d'Elena Vasquez reste un mystère total, comme si cette femme n'avait jamais existé. Au fil des années, l'affaire Solange Dubreuil sombre progressivement dans l'oubli médiatique. Seuls quelques sites internet spécialisés dans les disparitions inexpliquées évoquent encore le cas, généralement pour critiquer l'inefficacité des enquêtes internationales. Marc Dubreuil, épuisé physiquement et financièrement, reprend progressivement une vie normale tout en gardant un mince espoir de retrouver sa sœur vivante. En 2021, exactement 5 ans après la disparition, Marc reçoit une proposition inattendue. Un producteur de télévision française souhaite consacrer un épisode de son émission « Disparu sans trace » à l'affaire Solange. Marc hésite longuement avant d'accepter, espérant que la médiatisation pourra faire surgir de nouveaux témoignages. L'émission, diffusée en prime time sur France 3 en novembre 2021, présente l'affaire sous un angle nouveau. Plutôt que de se focaliser sur les circonstances de la disparition au Texas, les journalistes s'intéressent au mystère Elena Vasquez. Ils révèlent notamment qu'aucune organisation de défense des droits des immigrés, qu'elle soit américaine ou mexicaine, ne connaît cette femme. Plus étrange encore, les coordonnées GPS qu'elle avait fournies ne correspondent à aucune propriété privée répertoriée dans les registres du comté. L'émission génère quelques appels de téléspectateurs, mais aucun n'apporte d'informations véritablement nouvelles. L'un des appels, néanmoins, intrigue les journalistes. Une femme âgée de Marseille affirme avoir vu Solange Dubreuil dans le métro parisien en juin 2019, soit plus de 2 ans après sa disparition présumée. J'en suis certaine, c'était elle. Elle portait une casquette et des lunettes de soleil, mais j'ai reconnu son visage. Elle m'avait regardé bizarrement, comme si elle me reconnaissait aussi. Ce témoignage, invérifiable et probablement dû à une confusion, ravive néanmoins l'espoir de Marc. Il reprend contact avec la police française pour demander qu'une nouvelle recherche soit lancée, mais les autorités lui expliquent qu'un simple témoignage de reconnaissance, sans aucun élément corroborant, ne peut justifier la réouverture d'un dossier classé. C'est dans ce contexte de résignation progressive que survient l'événement qui va tout changer. Le 23 septembre 2022, l'équipe de plongeurs de la brigade fluviale de Paris effectue une mission de routine dans la Seine. Depuis plusieurs semaines, les riverains du 15e arrondissement se plaignent d'odeurs suspectes émanant du fleuve près du pont de Bir Hakeim. Les autorités soupçonnent d'abord un problème de canalisation, mais les analyses révèlent un taux de pollution inhabituel dans cette section du cours d'eau. Le capitaine Pierre Leblanc dirige cette opération de vérification environnementale. Plongeur chevronné de 52 ans, il a rejoint la brigade fluviale en 2005 après 15 années dans la Marine nationale. Ce matin-là, il descend avec son équipier, le sergent Antoine Roussel, pour inspecter les fonds boueux du fleuve à la recherche d'un éventuel déversement industriel clandestin. À 13 mètres de profondeur, près de la pile centrale du pont, Pierre Leblanc découvre effectivement la source de la pollution. Les restes d'un conteneur métallique
qui semble avoir été immergé volontairement. Mais en s'approchant pour évaluer la nature des produits chimiques qui s'en échappent, il remarque un autre objet, partiellement enfoui dans la vase à quelques mètres du conteneur. « J'ai d'abord cru à un sac plastique ordinaire », raconte-t-il plus tard dans son rapport officiel. Mais en dégageant la vase, j'ai réalisé que c'était un sac étanche professionnel, du genre qu'utilisent les photographes ou les plongeurs. Le matériau était intact malgré les années passées dans l'eau. Le sac étanche, de marque Pelican, mesure 40 cm sur 30 et pèse environ 3 kg. Sa conception technique permet une étanchéité parfaite jusqu'à 100 mètres de profondeur, ce qui explique l'excellent état de conservation de son contenu. Pierre Leblanc remonte l'objet à la surface sans l'ouvrir, respectant la procédure habituelle pour tout objet potentiellement lié à une enquête criminelle. C'est au commissariat du 15e arrondissement que le contenu du sac est examiné pour la première fois. Le lieutenant Sophie Moreau, chargé des affaires non élucidées, découvre un appareil photo professionnel, Canon EOS 5D Mark III, 2 cartes mémoire de grande capacité, un carnet de notes partiellement dégradé par l'humidité et surtout un passeport français au nom de Solange Dubreuil. Quand j'ai vu le passeport, j'ai immédiatement fait le lien avec l'affaire de la journaliste disparue aux États-Unis, explique le lieutenant Moreau. J'avais suivi l'émission sur France 3 l'année dernière. C'était exactement le même visage, les mêmes informations personnelles. La découverte prend une dimension encore plus troublante quand les techniciens parviennent à extraire les données des cartes mémoire. Malgré 6 années d'immersion, la technologie de stockage numérique a parfaitement résisté à l'humidité. Les fichiers révèlent 237 photographies prises entre le 28 octobre et le 1er novembre 2016, soit exactement la période de la mission de Solange au Texas. Mais ce qui stupéfie les enquêteurs, ce n'est pas seulement la parfaite conservation des images, c'est leur contenu. Les premières photographies montrent effectivement des paysages du Texas, des bâtiments qui correspondent aux descriptions du ranch de Carrizo Springs mentionnées dans l'enquête américaine. Mais les images suivantes révèlent des scènes d'une toute autre nature. Sur les clichés datés du 31 octobre 2016, on voit distinctement un complexe industriel souterrain de grande envergure. Les photographies montrent des couloirs bétonnés, des salles équipées de machines industrielles, et surtout des dizaines de personnes qui travaillent dans des conditions manifestement difficiles. Hommes, femmes et enfants portent des vêtements uniformes et évoluent sous la surveillance d'hommes armés. Plus troublante encore, plusieurs photographies montrent clairement des logos d'entreprises américaines connues sur les machines et les produits fabriqués dans ce complexe souterrain. Les enquêteurs identifient notamment les marques de 3 multinationales du secteur textile et alimentaire, suggérant que ce site clandestin produisait réellement des biens destinés au marché légal. L'analyse technique des métadonnées confirme l'authenticité des images. Elles ont bien été prises avec l'appareil de Solange, aux dates indiquées, et aucune manipulation numérique n'est détectable. Plus précisément, les coordonnées GPS intégrées dans les fichiers révèlent que ces photographies souterraines ont été prises exactement à l'emplacement du ranch suspecté lors de l'enquête américaine. Mais le plus dérangeant reste à découvrir. Les dernières photographies de la série, datées du 1er novembre 2016, ne montrent plus le complexe souterrain du Texas. Elles ont été prises à Paris, dans des lieux parfaitement identifiables, le café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, la place Vendôme, les jardins du Luxembourg. Ces images parisiennes révèlent la présence de Solange dans la capitale française, le jour même de sa disparition présumée au Texas. Sur plusieurs clichés, on la voit de dos ou de profil, photographiée manifestement à son insu par une tierce personne. Elle porte les mêmes vêtements que lors de son départ pour les États-Unis, mais son expression trahit une tension extrême. La dernière photographie de la série, horodatée à 20h47 le 1er novembre 2016, montre Solange assise à une table du café de Flore face à un homme en costume dont le visage n'est pas visible sur l'image.
Devant eux, sur la table, on distingue nettement les cartes mémoire de son appareil photo professionnel. Cette découverte bouleverse complètement la compréhension de l'affaire. Solange Dubreuil n'a visiblement jamais disparu au Texas. Elle était de retour à Paris le jour même où sa voiture a été retrouvée abandonnée à Carrizo Springs. Quelqu'un d'autre a organisé cette mise en scène pour faire croire à sa disparition aux États-Unis, pendant qu'elle se trouvait en réalité dans la capitale française. Mais alors, que faisait-elle à Paris? Qui était l'homme mystérieux du Café de Flore? Et surtout, comment expliquer que son matériel photographique se soit retrouvé 6 ans plus tard au fond de la Seine? La découverte de l'appareil photo dans la Seine déclenche immédiatement une enquête judiciaire de grande envergure. Le procureur de la République de Paris, maître Françoise Dubois, confie l'affaire au juge d'instruction Antoine Mercier, spécialisé dans les crimes organisés internationaux. Pour la première fois depuis 6 ans, l'affaire Solange Dubreuil quitte le domaine des cold cases pour devenir une enquête criminelle active. Marc Dubreuil apprend la nouvelle le 24 septembre au matin par un appel du commissaire Alain Fontaine. « Monsieur Dubreuil, nous avons retrouvé des affaires personnelles de votre sœur. Il faut que vous veniez au commissariat le plus rapidement possible. » Quand Marc découvre les photographies extraites de l'appareil, il s'effondre littéralement. Pendant 6 années, il a cru sa sœur morte au Texas. Apprendre qu'elle était revenue à Paris le jour de sa disparition et qu'elle a probablement été assassinée dans sa propre ville natale le dévaste. L'enquête technique révèle rapidement des éléments troublants concernant l'immersion de l'appareil. L'état du sac étanche et l'analyse des sédiments qui l'entouraient indiquent qu'il n'a pas été jeté dans la Seine récemment. Selon les experts de la police scientifique, l'objet se trouvait au fond du fleuve depuis au moins 5 ans, probablement depuis 2017 ou 2018. Cette chronologie pose des questions dérangeantes. Si Solange était bien à Paris le 1er novembre 2016, comme le prouvent les photographies, pourquoi son matériel n'a-t-il été immergé que plusieurs mois plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé entre novembre 2016 et l'immersion du sac étanche? Le juge Mercier ordonne immédiatement des investigations approfondies sur les dernières photographies parisiennes. L'analyse de la dernière image, celle du Café de Flore, devient prioritaire. Les enquêteurs identifient rapidement l'homme en costume grâce aux caméras de vidéosurveillance du quartier Saint-Germain. Il s'agit de Laurent Schneider, 58 ans, directeur européen d'une société de conseil en sécurité industrielle basée à Londres, mais travaillant principalement pour des clients américains. Le profil de Laurent Schneider intrigue immédiatement les enquêteurs. Ancien officier de renseignement français, il a quitté les services officiels en 2007 pour créer sa propre entreprise de gestion de crise pour entreprises multinationales. Sa société, Blackstone Consulting, emploie une 50aine de personnes, principalement d'anciens militaires et policiers. Officiellement, elle propose des services de sécurité corporative et de gestion de réputation pour de grandes entreprises confrontées à des scandales. Mais l'enquête révèle rapidement que Laurent Schneider entretient des liens troublants avec plusieurs affaires sensibles. En 2014, son nom apparaît dans les marges d'une enquête sur l'assassinat d'un journaliste mexicain qui enquêtait sur les cartels de drogue. En 2015, sa société est mentionnée dans un rapport confidentiel d'Amnesty International concernant la répression de militants écologistes au Brésil. Plus dérangeant encore, les enquêteurs découvrent que Blackstone Consulting a facturé des prestations importantes à 3 des multinationales dont les logos apparaissent sur les photographies souterraines de Solange. Ces facturations, datées de novembre et décembre 2016, correspondent exactement à la période qui suit la découverte des preuves par la journaliste. L'interrogatoire de Laurent Schneider, le 3 octobre 2022, ne donne aucun résultat concret. Assisté de ses avocats, il reconnaît avoir rencontré Solange Dubreuil le 1er novembre 2016, mais présente cette rencontre comme un simple contact professionnel. Selon sa version, Solange souhaitait vendre des informations compromettantes sur certaines entreprises américaines et lui proposait d'être l'intermédiaire avec ses clients.
Mademoiselle Dubreuil prétendait détenir des preuves d'exploitation illégale de main-d'œuvre par des sous-traitants américains, déclare Laurent Schneider au juge Mercier. Elle voulait négocier un arrangement financier plutôt que de publier ces informations. C'est un type de demande que nous recevons régulièrement dans notre métier. Cette version ne convainc absolument pas les enquêteurs. D'abord, elle contredit complètement le profil psychologique de Solange, journaliste intègre qui n'avait jamais monnayé ses informations. Ensuite, elle n'explique pas pourquoi Solange avait organisé sa propre disparition au Texas si elle comptait négocier paisiblement à Paris. L'enquête prend une nouvelle dimension quand les policiers français obtiennent l'autorisation d'interroger Jennifer Walsh, l'ancien agent du FBI qui avait mené l'enquête américaine. Contactée à Seattle, où elle travaille désormais pour les services des douanes, Jennifer accepte de témoigner par visioconférence sécurisée. Ses révélations sont explosives. D'abord, elle confirme que l'enquête sur la disparition de Solange avait effectivement été entravée par des pressions hiérarchiques inexpliquées. J'ai reçu des ordres très clairs de ne pas creuser certaines pistes, notamment tout ce qui concernait les entreprises privées de sécurité présentes dans la région. Plus troublant encore, Jennifer Walsh révèle qu'elle avait identifié des liens entre le ranch de Carrizo Springs et plusieurs sociétés liées à Blackstone Consulting. Nous avions découvert que le terrain appartenait officiellement à une filiale d'une société domiciliée aux îles Caïmans. En remontant la chaîne de propriété, on tombait systématiquement sur des entreprises liées à Laurent Schneider. Ces révélations confirment que Solange était tombée dans un piège soigneusement organisé. La mystérieuse Elena Vasquez, qui n'a jamais existé, était manifestement un leurre destiné à attirer la journaliste vers un site contrôlé par les mêmes personnes qui allaient ensuite tenter de la faire chanter. Mais l'élément le plus troublant de ce témoignage concerne la suite de l'enquête américaine. Selon Jennifer Walsh, elle avait réussi à identifier plusieurs témoins potentiels qui avaient travaillé sur le site de Carrizo Springs. Mais quand elle avait voulu les interroger, tous avaient mystérieusement disparu ou refusé de témoigner après avoir reçu des visites de courtoisie d'hommes non identifiés. L'un d'eux, un ancien garde de sécurité, m'avait confié au téléphone que le site abritait effectivement une installation souterraine. Il devait me rencontrer le lendemain pour me donner des détails. Cette nuit-là, sa maison a brûlé dans un incendie accidentel. Il a survécu, mais il a quitté la région et refuse depuis de me parler. Ces témoignages permettent aux enquêteurs français de reconstituer le scénario probable des événements. Solange était effectivement partie au Texas pour enquêter sur des centres de détention illégaux. Elle avait découvert l'installation souterraine et l'avait photographiée, prouvant l'existence d'un système d'exploitation d'immigrés clandestins au profit d'entreprises américaines légales. Mais au lieu de fuir ou d'appeler les autorités, elle avait choisi de rentrer discrètement en France pour publier ses découvertes en sécurité. Elle ignorait que Laurent Schneider et ses commanditaires avaient organisé toute l'opération pour l'attirer dans un piège. La fausse Elena Vasquez, les coordonnées trop précises, l'installation trop facilement accessible. Tout était calculé pour qu'elle découvre exactement ce qu'il voulait qu'elle découvre. De retour à Paris, Solange avait probablement tenté de négocier, soit pour protéger sa vie, soit pour gagner du temps, avant de publier ses révélations. La rencontre du Café de Flore était vraisemblablement cette tentative de négociation. Mais Laurent Schneider et ses commanditaires ne pouvaient pas laisser ces informations se répandre. Les enjeux financiers étaient trop importants. L'enquête technique sur l'appareil photo révèle un dernier détail crucial. Les experts découvrent que plusieurs photographies ont été effacées de la carte mémoire avant l'immersion dans la scène. L'analyse des secteurs défaillants permet de récupérer partiellement certaines de ces images supprimées. Elle montre Solange dans ce qui ressemble à un appartement parisien inconnu en compagnie de plusieurs hommes, dont Laurent Schneider. L'expression de la journaliste sur ces dernières images ne laisse aucun doute. Elle était séquestrée et savait parfaitement qu'elle allait mourir. L'identification de l'appartement où Solange a passé ses derniers moments devient la priorité absolue
de l'enquête. Les experts en analyse d'images de la police scientifique étudient minutieusement chaque détail visible sur les photographies récupérées. Un élément architectural particulier, une cheminée en marbre blanc avec des moulures spécifiques, permet d'orienter les recherches vers le 7e arrondissement de Paris. Le 8 octobre 2022, après des jours de vérification dans les fichiers cadastraux, les enquêteurs identifient l'appartement. Un 4 pièces au 3e étage d'un immeuble haussmannien de la rue de Grenelle, officiellement loué par une société écran liée à Blackstone Consulting. L'appartement sert apparemment de safe house pour les opérations sensibles de Laurent Schneider en France. La perquisition de l'appartement menée le 10 octobre sous l'autorité du juge Mercier révèle des éléments accablants. Malgré 6 années écoulées, les analyses ADN détectent des traces du passage de Solange dans plusieurs pièces. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrent dans un coffre-fort dissimulé derrière une bibliothèque des documents qui révèlent l'ampleur réelle de l'opération. Les dossiers trouvés dans le coffre-fort décrivent un système d'une ampleur terrifiante. Blackstone Consulting ne se contentait pas de gérer la sécurité de grandes entreprises. La société orchestrait un véritable réseau de sous-traitance carcérale aux États-Unis. Des immigrés interceptés près de la frontière mexicaine étaient délibérément soustraits aux procédures légales pour être exploités dans des installations souterraines gérées par des entreprises privées. Ces installations, camouflées sous l'apparence de ranch ou de centres logistiques, employaient une main-d'œuvre captive pour produire des biens destinés aux grandes chaînes de distribution américaines. Les profits générés par cette exploitation permettait de financer d'autres opérations illégales dans différents pays, créant un cercle vicieux d'une rentabilité monstrueuse. Le dossier le plus accablant porte le nom de code « Opération Frontières Propres ». Il détaille comment Laurent Schneider et ses associés avaient identifié Solange comme une menace potentielle dès 2015, après son reportage sur les migrants de Calais. Ses compétences linguistiques, son expertise des questions migratoires et sa réputation d'intégrité en faisaient exactement le genre de journaliste capable de découvrir et de crédibiliser leur système. Plutôt que d'attendre qu'elle tombe sur leurs activités par hasard, ils avaient décidé de la tirer volontairement dans un piège. La fausse Elena Vasquez était en réalité Maria Santos, une ancienne employée des services d'immigration américains reconvertie dans l'espionnage industriel. Pendant des mois, elle avait étudié le profil de Solange, analysé ses méthodes de travail, identifié ses contacts dans le milieu journalistique. L'opération était d'une sophistication remarquable. Maria Santos avait contacté David Chen en se faisant passer pour une militante bénévole, sachant qu'il transmettrait l'information à Solange. Les coordonnées GPS du ranch de Carrizo Springs correspondaient effectivement à une installation réelle, mais temporaire. Elle avait été montée spécifiquement pour que Solange la découvre et la photographie. L'objectif n'était pas de tuer immédiatement la journaliste, mais de la compromettre. En photographiant des activités illégales, Solange devenait complice par son silence. Laurent Schneider comptait la faire chanter pour qu'elle accepte de devenir une source d'information sur les autres journalistes français enquêtant sur les questions migratoires. Mais Solange avait déjoué ce plan en rentrant immédiatement en France au lieu de fuir aux États-Unis comme prévu. Sa disparition organisée au Texas était censée lui donner le temps de réfléchir à la proposition de Laurent Schneider sans subir de pressions extérieures. Les témoins mexicains, Miguel Santos et Carlos Herrera, travaillaient en réalité pour Blackstone Consulting. Leurs déclarations étaient destinées à renforcer la crédibilité de la mise en scène. La rencontre du Café de Flore, le 1er novembre 2016, était censée être une simple négociation. Laurent Schneider proposait à Solange un marché simple. Elle gardait le silence sur ses découvertes en échange d'une rémunération substantielle et de la garantie qu'elle pourrait reprendre sa vie normale. Les cartes mémoire visibles sur la table étaient des copies. Solange avait intelligemment gardé les originales en sécurité, mais la négociation a mal tourné. Selon les notes personnelles de Laurent Schneider trouvées dans le coffre-fort,
Solange avait catégoriquement refusé tout arrangement. Pire encore, elle menaçait de publier ses découvertes dans les 48 heures si elle n'obtenait pas des garanties sur la libération des personnes détenues illégalement au Texas. La cible refuse toute coopération, note Laurent Schneider le 1er novembre au soir. Menace de publication immédiate. Passage en phase 3 autorisé par les clients. Nettoyage complet nécessaire. Cette phase 3 correspondait à l'élimination physique de Solange. Les documents révèlent qu'elle a été emmenée de force du café de Flore vers l'appartement de la rue de Grenelle, vers 22 heures. Plusieurs hommes de Blackstone Consulting l'ont maintenue prisonnière pendant 3 jours, tentant de la convaincre de révéler où elle avait caché les preuves originales. Le témoignage posthume le plus poignant provient du carnet personnel de Solange, retrouvé dans ses affaires à l'appartement de la rue de la Roquette et réexaminé à la lumière des nouvelles découvertes. Sur la dernière page, écrite manifestement sous contrainte, elle a griffonné « Marc, si tu lis ceci un jour, sache que j'ai essayé de faire ce qui était juste. Les preuves sont dans notre endroit secret d'enfance. Ne laisse pas ces crimes impunis. Je t'aime. » Cette mention de l'endroit secret d'enfance intrigue immédiatement Marc Dubreuil. Interrogé par les enquêteurs, il se souvient d'une cachette que Solange et lui utilisaient enfant dans la maison de campagne de leurs grands-parents en Normandie. La propriété, vendue après la mort de leurs parents en 2008, avait été rachetée par une famille qui l'occupait toujours. Avec l'autorisation des nouveaux propriétaires et sous contrôle judiciaire, Marc Dubreuil se rend en Normandie le 15 octobre 2022. Dans le grenier de la maison, derrière une poutre où ils cachaient leur trésor d'enfant, ils découvrent un sac plastique étanche contenant plusieurs cartes mémoire, des copies papier de documents compromettants et une lettre de Solange datée du 27 octobre 2016. Dans cette lettre, rédigée juste avant son départ pour les États-Unis, Solange explique ses soupçons concernant l'opération Elena Vasquez. Elle avait mené ses propres vérifications et découvert que plusieurs éléments du dossier ne correspondaient pas à la réalité. Mais au lieu d'annuler sa mission, elle avait décidé de jouer le jeu pour découvrir qui orchestrait cette manipulation. « Si quelque chose m'arrive, » écrit-elle, « sachez que j'ai volontairement marché dans ce piège. Je savais que c'était dangereux, mais c'était le seul moyen de remonter jusqu'aux vrais responsables. Les preuves que j'ai rassemblées montrent un système qui dépasse largement le cas américain. Il faut que ces informations soient rendues publiques, quoi qu'il m'en coûte. Les cartes mémoire trouvées en Normandie contiennent effectivement des informations explosives qui dépassent le simple cas des centres de détention du Texas. Solange avait découvert que Blackstone Consulting opérait des systèmes similaires dans au moins 12 pays, exploitant des migrants, des prisonniers politiques et des populations vulnérables pour le compte de multinationales occidentales. Les documents révèlent notamment l'existence d'installations clandestines au Mexique, au Guatemala, en Libye et même en Europe de l'Est. Dans chaque cas, la méthode était identique. Des populations captives étaient exploitées pour produire des biens de consommation courante vendus légalement sur les marchés occidentaux. Les profits étaient redistribués entre Blackstone Consulting, les entreprises commanditaires et les autorités locales corrompues qui fermaient les yeux. Fort de ces preuves accablantes, le juge Mercier lance le 16 octobre 2022 un mandat d'arrêt international contre Laurent Schneider et 6 de ses principaux collaborateurs. Mais quand les forces de l'ordre se présentent au siège parisien de Blackstone Consulting, ils découvrent des locaux entièrement vidés. Laurent Schneider et son équipe ont disparu, emportant tous les dossiers sensibles et effaçant toute trace informatique de leurs activités. L'enquête révèle que Laurent Schneider avait anticipé cette situation. Dès le 24 septembre, le lendemain de la découverte de l'appareil photo dans la Seine, il avait activé une procédure d'évacuation d'urgence. Ses comptes bancaires européens avaient été vidés, ses propriétés vendues à des sociétés écrans, et lui-même avait rejoint un pays sans traité d'extradition avec la France. Cependant, l'enquête permet d'établir formellement les circonstances de la mort de Solange Dubreuil.
Selon les éléments rassemblés, elle a été assassinée dans l'appartement de la rue de Grenelle le 4 novembre 2016, après 3 jours de détention. Sa mort a été maquillée en suicide par pendaison, mais l'autopsie post-mortem révèle des traces de strangulation incompatibles avec cette thèse. Son corps a ensuite été dissous dans de l'acide industriel, méthode couramment utilisée par les réseaux criminels organisés pour faire disparaître leurs victimes sans laisser de traces. Ces effets personnels ont été conservés plusieurs mois avant d'être immergés dans la Seine. Laurent Schneider, espérant que leur découverte éventuelle orienterait les soupçons vers un suicide par noyade plutôt que vers un assassinat. Cette reconstitution explique enfin tous les éléments troublants de l'affaire. Les appels nocturnes reçus par Marc Dubreuil étaient destinés à maintenir la pression psychologique sur la famille, l'empêchant de mener ses propres recherches trop approfondies. La mutation forcée de l'agent Jennifer Walsh résultait de pressions diplomatiques exercées par les entreprises impliquées dans le scandale. Les témoins mexicains avaient été soit achetés, soit intimidés pour décourager toute enquête sérieuse. Le 25 octobre 2022, soit exactement 6 ans et 1 mois après l'assassinat de Solange, le procureur Françoise Dubois organise une conférence de presse pour révéler publiquement les conclusions de l'enquête. La révélation fait l'effet d'une bombe médiatique internationale. Les 3 multinationales dont les logos apparaissaient sur les photographies de Solange voient leurs actions chuter de plus de 40% en quelques heures. Mais au-delà des conséquences financières, l'affaire Solange Dubreuil déclenche une prise de conscience internationale sur l'exploitation moderne de populations vulnérables. Plusieurs gouvernements lancent des enquêtes sur les activités de leurs propres entreprises nationales. L'Union européenne adopte en urgence une directive renforçant les contrôles sur les chaînes d'approvisionnement des grands groupes. Marc Dubreuil, après 6 années de combat acharné pour découvrir la vérité sur sa sœur, trouve enfin une forme de paix. Solange savait qu'elle prenait des risques, déclare-t-il lors de la conférence de presse. Mais elle était convaincue que certaines vérités valent la peine qu'on sacrifie sa vie pour elles. Je pense qu'elle aurait été fière de voir que son sacrifice n'aura pas été vain. Et plusieurs des entreprises impliquées dans le scandale acceptent de verser des dédommagements substantiels aux familles des victimes de leur système d'exploitation clandestin. Marc Dubreuil décide de créer avec cet argent la Fondation Solange Dubreuil pour la protection des journalistes d'investigation, qui fournit des moyens de sécurité et un soutien juridique aux reporters enquêtant sur des sujets sensibles. L'enquête se poursuit néanmoins pour tenter de démanteler l'ensemble du réseau Blackstone Consulting. Interpol lance une opération internationale coordonnée pour identifier et libérer les victimes encore détenues dans les installations clandestines révélées par les documents de Solange. À ce jour, plus de 1200 personnes ont été secourues dans 8 pays différents. Laurent Schneider reste en fuite, mais plusieurs de ses collaborateurs ont été arrêtés dans différents pays. Leurs témoignages permettent de reconstituer progressivement l'ampleur du système criminel qu'ils avaient mis en place. L'enquête révèle que Solange n'était pas leur seule victime. Au moins 4 autres journalistes et militants ont été assassinés entre 2014 et 2019 pour avoir menacé de révéler leurs activités. Le 2 novembre 2023, exactement 7 ans après l'assassinat de Solange, une cérémonie d'hommage est organisée dans la cour d'honneur de l'École supérieure de journalisme de Lille, où elle avait étudié. Une plaque commémorative y est dévoilée, portant cette inscription « À la mémoire de Solange Dubreuil, journaliste. Elle a préféré mourir debout plutôt que vivre à genoux. » Mais l'héritage le plus important de Solange réside peut-être dans l'évolution des pratiques journalistiques qu'a provoqué son sacrifice. De nombreuses rédactions ont mis en place des protocoles de sécurité renforcés pour leurs reporters travaillant sur des sujets sensibles. La règle Solange est désormais couramment appliquée. Aucun journaliste ne part en mission dangereuse sans avoir transmis à plusieurs personnes de confiance la totalité des informations en sa possession. Son appareil photo, celui-là même qui a révélé la vérité 6 ans après sa mort, est exposé au musée de la presse de Paris.
Une exposition permanente retrace l'évolution de son enquête et rappelle aux visiteurs que la liberté d'informer se paie parfois du prix du sang. Marc Dubreuil, aujourd'hui âgé de 53 ans, continue de diriger la fondation qui porte le nom de sa sœur. Il reçoit régulièrement des témoignages de journalistes du monde entier qui lui racontent comment l'exemple de Solange les inspire dans leur travail quotidien. Elle voulait que la vérité éclate, répète-t-il souvent. Mission accomplie. L'affaire Solange Dubreuil reste ouverte concernant Laurent Schneider et plusieurs de ses complices toujours en fuite. Mais l'essentiel a été accompli. Le système criminel qu'ils avaient créé a été démantelé. Leurs victimes ont été libérées et leurs commanditaires ont été exposés au grand jour. Dans son testament rédigé avant son départ pour les États-Unis, Solange avait écrit « Si je meurs dans l'exercice de mon métier, j'espère que ma mort servira à quelque chose. Je n'ai jamais voulu être héroïque, juste utile. » 6 ans après sa disparition, force est de constater qu'elle a atteint cet objectif au-delà de ses espérances les plus folles. Son sacrifice a non seulement révélé un scandale international majeur, mais a également transformé la façon dont la société civile appréhende les questions d'exploitation moderne et de responsabilité corporative. Les lois Dubreuil, adoptées dans plusieurs pays européens, imposent désormais aux entreprises une traçabilité complète de leur chaîne d'approvisionnement et prévoient des sanctions pénales pour les dirigeants qui ferment les yeux sur l'exploitation de populations vulnérables. Aujourd'hui, quand les plongeurs de la brigade fluviale parisienne effectuent leur mission de routine dans la Seine, ils pensent parfois à cet appareil photo qui a changé le cours de l'histoire, car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'histoire d'une femme qui a refusé le silence, préféré la vérité à sa propre vie et dont le courage posthume a permis de sauver des milliers d'autres vies. L'eau de la Seine continue de couler, emportant avec elle les secrets et les mensonges. Mais parfois, très rarement, elle révèle aussi la vérité. Et quand cela arrive, le monde entier peut changer. Cette affaire nous montre à quel point certaines vérités peuvent être dangereuses pour ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique. Solange Dubreuil savait qu'elle prenait des risques énormes en enquêtant sur ce système d'exploitation moderne, mais elle a choisi de placer la justice au-dessus de sa propre sécurité. Son sacrifice nous rappelle que la liberté de la presse n'est jamais acquise et que certains journalistes paient encore aujourd'hui de leur vie le droit d'informer le public sur des sujets dérangeants. Avez-vous perçu les signaux d'alarme qui auraient pu permettre de sauver Solange si ses proches avaient su les interpréter? Pensez-vous que son sacrifice valait la peine au regard des milliers de vies qu'il a permis de sauver? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a marqué, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos nouveaux cases. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux questions de justice sociale et de liberté de la presse.